220 000 euros. Ce chiffre est resté gravé dans ma mémoire comme une marque au fer rouge. C'était la somme exacte que j'ai payée pour sauver mon gendre, Rémi, de l'expulsion. Je leur ai donné mon appartement, à Claire et à lui, pour qu'ils puissent prendre un nouveau départ, repartir de zéro. Une semaine plus tard, ils avaient toutes vendu et s'étaient enfuis. Ma propre fille m'a laissé une note qui disait simplement « Nous n'avons plus besoin de toi, vieille perdante ». Mais ils n'avaient pas la moindre idée de ce que cet appartement représentait vraiment. Ils ne connaissaient pas le secret que cette propriété gardait précieusement, et moi, Amélie, à mes 67 ans, j'étais sur le point de leur enseigner qu'ils avaient complètement et totalement sous-estimé cette vieille perdante. Tout a commencé un mardi de désespoir absolu. Claire a frappé à ma porte, les yeux rouges d'avoir tant pleuré, tremblant comme une feuille dans le vent d'automne. Son maquillage avait coulé, maculant ses joues de traces sombres, et elle avait ce regard perdu, ce vide dans les yeux que l'on ne voit que chez les personnes qui ont touché le fond. « Maman, j'ai besoin de ton aide de toute urgence, » m'a-t-elle dit avec cette voix brisée qui me fendait l'âme en 1000 morceaux. « Si nous ne trouvons pas l'argent cette semaine, ils vont expulser Rémi. Nous avons tout perdu. » Je me suis assise à côté d'elle sur le canapé en velours vert où j'avais si souvent consolé mes enfants de leurs chagrins d'enfance et d'adolescence. Claire tremblait de tout son corps tandis qu'elle me racontait toute l'histoire, une histoire de chute lente et inexorable. Rémi avait perdu son emploi 6 mois plus tôt, lorsque l'entreprise de technologie pour laquelle il travaillait avait fait faillite du jour au lendemain, emportant avec elle les espoirs et la stabilité de nombreuses familles. Au début, ils avaient vécu sur leurs économies, un petit pécule qu'ils avaient mis de côté avec optimisme pour l'avenir. Mais 2 jeunes enfants, cela consomme énormément d'argent, bien plus qu'on ne l'imagine. Les frais médicaux imprévus, la nourriture qui augmentait chaque mois, les vêtements qu'il fallait sans cesse renouveler, tout était devenu un fardeau impossible à supporter. « On a tout essayé, maman », m'a expliqué Claire entre 2 sanglots déchirants. Rémi a cherché du travail pendant des mois, sans relâche, mais personne ne l'embauchait. Le marché est difficile, surtout pour quelqu'un de son âge avec ses qualifications. J'ai essayé de trouver des emplois à temps partiel, mais avec les enfants, c'est si compliqué. L'organisation, les horaires, les gardes, c'était un casse-tête. Ils avaient dû utiliser les cartes de crédit pour survivre, d'abord pour l'essentiel, puis pour tout. Les dettes de mon gendre avaient atteint un chiffre astronomique, une somme qui me paraissait irréelle. 220 000 euros. Entre les crédits, à la consommation auprès de la banque, les soldes des cartes qui s'accumulaient avec des intérêts exorbitants et les prêts qu'ils avaient contractés auprès d'autres membres de la famille, tout s'était empilé comme une avalanche de neige lourde et sale, prête à tout emporter sur son passage. La banque avait déjà entamé la procédure de saisie. Ils avaient 7 jours. 7 jours pour réunir la totalité de la somme où ils perdraient la maison où ils vivaient avec mes 2 petits-enfants. J'ai regardé ma fille, cette petite fille que j'avais élevée avec tant d'amour et de dévouement après la mort de son père dans un accident de voiture, alors qu'elle n'avait que 12 ans. Je l'avais portée dans mes bras quand elle avait de la fièvre, sentant son petit corps brûlant contre le mien. J'avais marché avec elle jusqu'à l'hôpital au milieu de nuits glaciales et interminables. J'avais enchaîné les doubles journées de travail, cumulant 2 emplois pour lui payer ses études universitaires, pour qu'elle ait les chances que je n'avais jamais eues. Je ferai tout ce qui est nécessaire, lui ai-je promis cette nuit-là, en la serrant fort contre moi pendant qu'elle pleurait, son corps secoué de spasmes. Une mère n'abandonne jamais ses enfants. Jamais. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai arpenté mon appartement, allant du salon à la chambre, calculant mentalement tout ce que je pouvais vendre. Les meubles anciens que j'avais hérités de ma mère, témoins silencieux de l'histoire de notre famille, les bijoux que mon défunt mari, John, m'avait offerts en 30 ans d'un mariage heureux, même la voiture que j'utilisais à peine pour aller au supermarché. Mais au fond de moi, je savais que ce ne serait pas suffisant. Le lendemain, j'ai commencé à remuer ciel et terre. Je suis allée à la banque où j'avais mon compte depuis plus de 20 ans et j'ai retiré toutes mes économies,
3 000 € que j'avais gardés centime par centime sur ma petite pension de retraite. Puis, j'ai vendu ma voiture à un voisin pour 1 500 €, bien moins que sa valeur réelle. Mais j'avais besoin de l'argent de toute urgence. Chaque heure comptait. Ensuite est venu le plus douloureux. La partie qui m'a arraché le cœur. Vendre les bijoux. L'alliance de mon mari, la bague de fiançailles qu'il m'avait offerte, les boucles d'oreilles en perles qu'il m'avait données le jour de notre mariage, la chaîne en or que je portais à mon cou depuis 30 ans. Tout a fini chez le prêteur sur gage du centre-ville, un endroit sordide et sans âme. 2 000 € de plus. J'ai vendu les meubles anciens, l'armoire normande de ma grand-mère et même le piano sur lequel Claire avait appris à jouer quand elle était petite, ses doigts malhabiles courant sur les touches d'ivoire jauni. Chaque objet qui quittait ma maison emportait avec lui un morceau de mon cœur, un fragment de ma vie. Mais je pensais à mes petits-enfants, à leurs visages innocents et à l'idée insupportable qu'ils puissent perdre leur maison. Quand j'ai tout additionné, j'avais à peine 10 000 €. Il manquait encore plus de 100 000 € pour compléter la somme dont Rémi avait besoin. C'est alors que j'ai pris la décision la plus douloureuse de toute mon existence. J'ai mis mon propre appartement en garantie bancaire pour obtenir le prêt qui compléterait l'argent manquant. Cet appartement où j'avais vécu pendant 30 ans, où mes enfants avaient grandi, où chaque recoin, chaque fissure dans le mur gardait une histoire d'amour et de sacrifice. Les murs avaient entendu les premiers mots de Claire. Ils avaient vu Théo faire ses premiers pas. Ils avaient abrité les fêtes d'anniversaire, les nuits de veille quand ils étaient malades, les rires et les larmes. « Maman, je ne peux pas te permettre de faire ça, » m'a dit Claire lorsque je lui ai expliqué mon plan. Mais ma décision était déjà prise, irrévocable. « Ce n'est que de l'argent, ma chérie. Le matériel se récupère, il se remplace. La famille, c'est la seule chose qui compte vraiment dans cette vie. » Le jour où j'ai réussi à réunir les 220 000 € était un vendredi pluvieux et gris. Je me souviens de chaque détail de cet après-midi, car il a changé ma vie pour toujours. Je suis allée à la banque, j'ai retiré l'argent sous forme de chèque de banque certifié et je l'ai remis à Rémi personnellement, dans mon propre salon. Il a pris le chèque avec des mains tremblantes, les yeux remplis de larmes de gratitude. Amélie, je ne sais pas comment vous remercier. Vous avez sauvé ma famille, vos petits-enfants. Je vous jure, sur ce que j'ai de plus sacré, que je vous le rendrai jusqu'au dernier centime. Claire pleurait à ses côtés, me serrant dans ses bras, comme si c'était la dernière fois, avec une force désespérée. Mais mon sacrifice ne s'est pas arrêté là. Une semaine plus tard, alors qu'ils avaient réussi à sauver leur situation et à payer toutes les dettes de Rémi, j'ai reçu une notification de la banque qui a changé ma vie pour toujours. En raison d'une complication juridique liée au prêt que j'avais demandé, j'allais perdre mon appartement de toute façon. La banque allait exécuter l'hypothèque dans 30 jours. J'ai appelé Claire en pleurant, le papier tremblant entre mes mains. « Ma chérie, ils vont me prendre l'appartement. Je ne comprends pas ce qui s'est passé, mais la banque dit que je ne peux pas payer les mensualités du prêt. » Ma voix s'est brisée en prononçant ces mots. Après avoir tout sacrifié pour sauver leur famille, je me retrouvais sans abri. Claire n'a pas hésité une seconde. « Maman, viens vivre avec nous pendant que nous résolvons ça. Notre maison est ta maison. Nous te devons tout. » Rémi était à ses côtés, hochant la tête, promettant qu'il prendrait soin de moi comme je l'avais fait pour eux. J'ai accepté, confiante que ce n'était que temporaire, qu'ensemble nous allions trouver une solution. « Ce ne sera que pour quelques mois, » m'a dit Claire, en m'aidant à emballer les quelques affaires qui me restaient, jusqu'à ce que nous trouvions l'argent pour récupérer ton appartement. Mais ils avaient d'autres plans, des plans que je ne pouvais même pas imaginer dans mes pires cauchemars. Les premiers jours dans leur maison furent étranges, mais pleins d'espoir. Claire m'avait préparé la chambre d'Annie avec beaucoup d'affection. Elle avait acheté des fleurs fraîches pour la table de chevet et avait même encadré quelques photos de famille d'avoir leur grand-mère vivante avec eux.
et je pensais que peut-être cette expérience nous unirait davantage en tant que famille. Pendant les 2 premières semaines, tout semblait normal. Claire m'incluait dans les décisions de la maison, me demandait mon avis sur les repas, me laissait l'aider avec les enfants. Rémi rentrait du travail et me saluait avec affection, me remerciant encore et encore pour tout ce que j'avais fait pour eux. Mais peu à peu, j'ai commencé à remarquer des changements subtils, des conversations qui s'arrêtaient brusquement quand j'entrais dans le salon. Rémi parlant au téléphone à voix basse dans son bureau et raccrochant rapidement quand il me voyait approcher. Claire recevant des appels mystérieux et sortant dans le jardin pour répondre, loin de mes oreilles. Une nuit, comme je ne pouvais pas dormir, je suis sortie pour prendre un verre d'eau et je les ai entendus parler à voix basse dans la cuisine. « Il faut que ce soit bientôt, » disait Rémi d'une voix pressante, avant qu'elle ne se rende compte de ce que ça vaut vraiment. Claire répondait avec nervosité, sa voix à peine un murmure. « Mais c'est ma mère, Rémi. Je ne sais pas si je peux faire ça. » Je suis restée figée derrière la porte, le cœur battant à tout rompre. De quoi parlait-il ? Qu'est-ce que je ne savais pas qui avait de la valeur ? Je suis retournée dans ma chambre avec le cœur qui martelait ma poitrine, mais j'ai décidé de ne pas les confronter. Peut-être avais-je mal interprété la conversation. L'espoir est une chose tenace. 2 jours plus tard, Claire m'a demandé de signer des papiers. C'est pour transférer temporairement la propriété de l'appartement, m'a-t-elle expliqué avec un sourire que je sais maintenant être faux, un masque parfaitement ajusté. Comme ça, nous pourrons mieux négocier avec la banque pour le récupérer. C'est juste une formalité légale, une simple démarche administrative. J'ai eu confiance en elle. J'ai signé tous les documents sans les lire complètement, parce que c'était ma fille, parce qu'une mère a toujours confiance en ses enfants. Parce que je n'aurais jamais pensé que la petite fille que j'avais élevée avec tant d'amour pourrait me trahir d'une manière aussi cruelle et calculée. La vérité, c'est que Claire et Rémi avaient découvert quelque chose que j'ignorais sur mon appartement. Le quartier de Lyon, où j'avais vécu pendant 30 ans, autrefois populaire, s'était gentrifié et avait pris une valeur énorme. Ce que je pensais valoir peut-être 100 000 € en valait en réalité plus de 400 000 €. Et ils le savaient. Une semaine après avoir signé les papiers, je suis rentrée à la maison et j'ai trouvé une atmosphère étrange, tendue. Claire était nerveuse. Elle évitait de me regarder dans les yeux. Rémi était rentré tôt du travail et il y avait des valises près de la porte d'entrée. « Vous partez quelque part ?» leur ai-je demandé avec une innocence qui me semble aujourd'hui pathétique. « Oui, maman, » m'a répondu Claire, avec une voix qui essayait de paraître naturelle, mais qui était pleine de fausses notes. Rémi a trouvé un nouveau travail dans une autre ville. Nous partons demain matin, très tôt. J'ai senti un vide immense se creuser dans mon estomac. Et moi, qu'est-ce que je vais faire ? Je pars avec vous, n'est-ce pas ? Le silence qui a suivi a été comme une gifle en plein visage. Claire a baissé les yeux, fixant le sol, et Rémi s'est raclé la gorge, mal à l'aise. « Amélie, nous avons besoin de prendre un nouveau départ, en tant que famille, » a-t-il finalement dit, sans même oser me regarder. « Tu comprends, n'est-ce pas ? Nous avons besoin de notre espace. » Cette nuit-là, nous avons dîné en silence. Les enfants demandaient pourquoi leur grand-mère était triste, mais Claire leur ordonnait de se taire d'un ton sec. J'essayais de comprendre, de traiter l'information. Après avoir tout sacrifié pour eux, ils m'abandonnaient. Le lendemain matin, quand je me suis réveillée, la maison était vide. Il n'y avait pas de bruit d'enfants qui couraient, pas d'odeur de café fraîchement préparé. Je suis sortie de ma chambre et j'ai trouvé le salon complètement désert. Ils avaient disparu pendant la nuit, comme des voleurs. J'ai marché dans la maison, vide, le son de mes pas résonnant dans l'écho des pièces sans meubles. Ils avaient tout vendu, le salon, la salle à manger, les lits, les appareils électroménagers, même les plantes vertes que j'avais soignées avec tant d'amour. Tout avait disparu. C'est alors que j'ai trouvé la note sur la table de la cuisine, une simple feuille de papier avec l'écriture de Claire, cette écriture que je connaissais depuis qu'elle était enfant. « Nous n'avons plus besoin de toi, vieille perdante. » Ces 6 mots,
ont été comme des poignards se plantant directement dans mon cœur. Sous la note cruelle, il y avait un autre papier. Le contrat de vente de l'appartement. Claire et Rémi l'avaient vendu pour 420 000 €. 420 000 € qu'ils avaient maintenant dans leur poche, en plus des 220 000 € que j'avais payés pour les dettes de Rémi. Ils étaient partis avec plus de 600 000 €. Mon argent, mon appartement, ma vie entière. Transformés en leur butin, je me suis assise sur le sol de cette cuisine vide et j'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis la mort de mon mari. 67 ans de vie, et ma propre fille m'avait laissée dans la rue, sans rien. Mais pendant que je pleurais, une partie de moi se renforçait, une partie qu'ils ne connaissaient pas. Je suis restée assise dans cette cuisine vide pendant des heures, avec la note cruelle de Claire entre mes mains. L'écho de mes sanglots rebondissait sur les murs nus, mais peu à peu, quelque chose à l'intérieur de moi a commencé à changer. La tristesse se transformait en quelque chose de plus fort, de plus déterminé, en rage, en soif de justice. J'ai appelé Théo, mon fils cadet, avec des mains tremblantes en composant son numéro. Il vivait à Marseille, travaillant comme ingénieur, et il avait toujours été le fils le plus responsable, le plus loyal. Quand il a entendu ma voix brisée au téléphone, il a su immédiatement que quelque chose de terrible s'était produit. « Maman, qu'est-ce qui se passe ? Tu as l'air très mal, » m'a-t-il dit avec cette inquiétude authentique qui avait toujours caractérisé Théo. J'ai essayé de lui expliquer la situation, mais les mots restaient coincés dans ma gorge. « Claire, Rémi, ils sont partis. Ils m'ont laissé sans rien. » J'ai réussi à articuler entre deux larmes. Théo est resté silencieux pendant quelques secondes, puis j'ai entendu sa respiration s'accélérer, la rage montant dans sa voix. « Comment ça ? Qu'est-ce que tu veux dire par Ils sont partis. Et tout l'argent que tu leur as donné ? L'appartement ? Quand je lui ai raconté tous les détails, quand je lui ai lu la note que Claire avait laissée, Théo a explosé. « Cette salope, ce n'est pas ma sœur !» a-t-il crié au téléphone. « Maman, ne bouge pas de là, je prends le premier vol et j'arrive ce soir. Et je te jure que nous allons récupérer jusqu'au dernier centime de ce qu'ils t'ont volé. » Théo est arrivé le soir même, les yeux injectés de rage et avec une détermination que je n'avais pas vue en lui depuis des années. Il m'a serré fort dans ses bras à la porte de cette maison vide, et j'ai senti pour la première fois depuis des jours que je n'étais pas complètement seule. « Pardonne-moi, maman, » m'a-t-il murmuré à l'oreille. « Pardonne-moi de ne pas avoir été là pour te protéger de cette vipère. » Cette nuit-là, Théo et moi nous sommes assis sur le sol du salon vide, entourés des papiers que Claire m'avait fait signer. Il les a lus un par un avec son expérience professionnelle et son visage s'assombrissait à chaque page qu'il tournait. « Maman, c'est une fraude légale, » m'a-t-il finalement dit. Claire t'a fait signer un transfert de propriété complet, pas temporaire comme elle te l'a dit, mais il y a quelque chose d'autre. Théo a continué à lire, les yeux plissés. Il y a des clauses ici que je ne comprends pas. Ce n'est pas un contrat de vente normal. Je suis restée éveillée toute la nuit, allongée sur le sol avec une couverture que Théo avait apportée de son hôtel. Mais pour la première fois depuis des semaines, je n'ai pas pleuré. Quelque chose grandissait en moi, quelque chose qui avait été endormi pendant très longtemps. La femme qui avait élevé 2 enfants seule après être devenue veuve, qui avait enchaîné les doubles journées pour leur donner une éducation, qui s'était battue contre le monde pour faire avancer sa famille. Cette femme n'allait pas se laisser piétiner par personne, pas même par sa propre fille. Le lendemain, Théo m'a emmené voir une avocate qu'il connaissait. Sophie était une femme d'une 40aine d'années, avec un regard intelligent et une réputation sans faille dans les affaires de fraude familiale. Lorsque nous lui avons raconté toute l'histoire, elle a écouté attentivement, prenant des notes en silence. « Madame Amélie, » m'a dit Sophie après avoir examiné tous les documents, « ce que vos proches vous ont fait constitue une fraude par abus de confiance, mais j'ai de bonnes nouvelles pour vous. » Ses yeux ont brillé avec un sourire qui m'a donné de l'espoir pour la première fois depuis des semaines. « Quel genre de bonnes nouvelles ?» ai-je demandé des contrats sur son bureau et a pointé une clause qui était écrite en petits caractères.
Votre appartement avait une clause de réversion qui s'est activée automatiquement lorsque Claire l'a vendu, a expliqué l'avocate. Cette clause stipule que si la propriété était vendue dans les 5 premières années suivant le transfert, la propriété revient automatiquement au propriétaire d'origine, c'est-à-dire à vous. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Qu'est-ce que ça signifie exactement ? Ai-je demandé d'une voix tremblante. Théo m'a pris la main et m'a souri. Ça signifie, maman, que Claire et Rémi viennent de perdre tout l'argent de la vente. L'appartement est légalement toujours à toi. Sophie a continué à expliquer. Cette clause a été incluse par le notaire qui a rédigé le contrat de transfert. Probablement que Claire ne l'a pas lu en entier ou n'a pas compris les implications légales, mais nous pouvons utiliser cela pour récupérer non seulement votre propriété, mais aussi pour les poursuivre pour fraude. Pendant les jours suivants, Sophie s'est mise au travail comme une machine de guerre juridique. Elle a enquêté sur la vente de l'appartement, a retracé les comptes bancaires où Claire et Rémi avaient déposé l'argent, et a découvert quelque chose qui nous a tous laissés sans voix. Madame Amélie, m'a dit Sophie, un après-midi avec un dossier plein de documents entre les mains. Votre fille et votre gendre n'ont pas seulement vendu votre appartement, ils ont également vendu tous les meubles que vous aviez laissés entreposés dans un garde-meubles et ont même touché une assurance vie qui était à votre nom, en vous déclarant décédé. Le niveau de trahison était si profond que je ne savais plus si je devais ressentir de la rage ou de l'admiration pour la froideur calculatrice de Claire. Comment ont-ils pu faire ça ? Ai-je demandé d'une voix brisée. Comment une fille peut-elle trahir ainsi sa mère ? Théo était pâle de rage, parce que Claire n'a jamais été vraiment ta fille, maman. Une vraie fille ne ferait jamais quelque chose comme ça. C'est juste une inconnue qui a partagé notre nom de famille. Mais Sophie avait d'autres révélations à nous faire. Il y a quelque chose que vous devez savoir, nous a-t-elle dit avec sérieux. Claire et Rémi n'ont pas quitté le pays comme nous le pensions. Ils vivent dans une villa à 2 heures d'ici, dans un quartier résidentiel exclusif près de Lyon. Je les ai trouvés. Mon cœur a commencé à battre plus vite. Après 2 mois à croire qu'ils avaient disparu pour toujours, savoir qu'ils étaient si proches m'a rempli d'un mélange de rage et d'attente. « Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant ?» ai-je demandé. Sophie a souri avec ce sourire que je commençais à beaucoup aimer. Maintenant, nous allons leur préparer une surprise qu'ils n'oublieront jamais. Mais j'ai besoin que vous soyez très forte, Madame Lamélie. Ce que nous allons faire demande du courage et de la détermination. Maître, lui ai-je répondu d'une voix que je ne reconnaissais pas moi-même, une voix pleine de force et de décision. Claire a fait l'erreur de sous-estimer cette vieille femme. Mais je ne suis pas arrivée à 67 ans en étant faible. Faites ce que vous avez à faire. Théo m'a regardé avec fierté. Ça c'est ma mère, a-t-il dit en me serrant la main. La femme qui nous a appris que dans cette vie, personne ne profite des gens bien sans en payer les conséquences. Start notes. Au cours de la semaine suivante, Sophie a tout préparé méticuleusement. Documents légaux, ordonnances judiciaires, enquêteurs privés, tout un arsenal juridique qui était sur le point de s'abattre sur Claire et Rémi comme une tempête dévastatrice. Mais ce qui m'excitait le plus n'était pas l'idée de récupérer mon argent ou mon appartement. Ce qui me remplissait vraiment de satisfaction, c'était de savoir que ma fille allait apprendre une leçon qu'elle aurait dû apprendre il y a bien longtemps, que les actions ont des conséquences et que trahir sa famille a un prix très élevé à payer. La nuit précédant l'exécution de notre plan, je n'ai pas pu dormir. J'ai marché dans la chambre d'hôtel où Théo m'avait installée, regardant par la fenêtre les lumières de la ville. Dans quelques heures, Claire allait découvrir qu'elle avait complètement sous-estimé sa mère, et j'étais prête à lui montrer qui était vraiment Amélie. Le plan de Sophie était parfait dans sa simplicité. Claire et Rémi avaient commis tellement d'erreurs légales que nous avions plusieurs fronts pour les attaquer, mais le plus important était l'élément de surprise. Ils croyaient que j'étais une vieille femme sans défense qui était de rester pleurer dans un coin, sans ressources ni connaissances pour les affronter. Comme ils se trompaient. Le matin du jour J, Sophie est arrivée à l'hôtel avec un sourire qui m'a immédiatement rassurée. « Madame Amélie, tout est prêt. Les documents judiciaires sont préparés.
L'ordonnance de saisie est signée et nous avons localisé tous leurs actifs. Théo était à mes côtés, vérifiant chaque détail du plan comme l'ingénieur méticuleux qu'il était. « Es-tu sûre de vouloir faire ça, maman ?» m'a demandé Théo une dernière fois. « Une fois que nous aurons commencé, il n'y aura pas de retour en arrière. Claire saura que c'est tout. » Je l'ai regardé dans les yeux avec un calme qui m'a surprise moi-même. « Mon fils, Claire a cessé d'être ma fille le jour où elle a écrit cette note. Maintenant, c'est juste une voleuse qui m'a volé ma vie. » Sophie avait découvert que Claire et Rémi vivaient dans une villa de 3 étages dans un quartier exclusif des environs, à Écully. Ils l'avaient achetée avec l'argent de la vente de mon appartement, payant comptant comme s'ils étaient des millionnaires légitimes. Ils avaient 2 voitures de luxe garées dans l'allée, une immense piscine dans le jardin, et avaient même engagé du personnel de maison. Ils vivaient comme des rois avec mon argent, avec la sueur de toute ma vie transformée en leur confort. À 10 heures du matin, nous sommes arrivés à la villa. Sophie était au volant, moi sur le siège passager et Théo à l'arrière, avec un dossier rempli de documents légaux. Mon cœur battait la chamade, mais pas de peur. C'était d'attente, de la justice qui arrivait enfin. La maison était plus impressionnante que je ne l'avais imaginé. Des jardins parfaitement entretenus, une fontaine à l'entrée, d'immenses baies vitrées qui reflétaient le soleil du matin. Tout payé avec l'argent que j'avais économisé centime par centime pendant des décennies de travail honnête. Sophie a sonné et nous avons attendu. Nous avons entendu des pas s'approcher et quand la porte s'est ouverte, Claire est apparue. Mais ce n'était pas la Claire que je me rappelais. Cette femme avait les cheveux parfaitement coiffés dans un salon cher. Elle portait des vêtements de marque. Elle avait des bijoux qui brillaient à ses poignets et à son cou. L'argent avait transformé ma fille en une inconnue. Quand elle m'a vue, son visage était passé de la stupéfaction à la terreur en quelques secondes. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici ?» a-t-elle demandé d'une voix tremblante. Derrière elle, Rémi est apparu, et son expression fut de panique totale en nous voyant. « Bonjour, Claire !» lui ai-je dit d'une voix sereine qui m'a surprise moi-même. « Je suis venue te rendre visite dans ta nouvelle maison. On dirait que tout va très bien pour toi. » Mes yeux ont parcouru l'entrée en marbre, le lustre en cristal qui pendait du plafond, les meubles coûteux qui décoraient l'endroit. « Madame Claire, » est intervenue Sophie d'une voix professionnelle. « Je suis l'avocate Sophie Mendoza. Je viens vous notifier officiellement que vous êtes poursuivie pour fraude, détournement de fonds et falsification de documents. » Elle lui a tendu une grande enveloppe pleine de papiers légaux. Claire a pris les documents avec des mains tremblantes. « De quoi parlez-vous ? Je ne comprends rien. » Mais ses yeux montraient déjà qu'elle savait parfaitement de quoi nous parlions. Rémi avait pâli au point de devenir gris. « Je peux entrer ?» ai-je demandé poliment. « J'aimerais voir comment tu as décoré ta maison avec mon argent. » Claire n'a pas eu d'autre choix que de nous laisser entrer. J'ai marché dans cette villa comme si j'en étais la propriétaire, admirant chaque détail qui avait été payé avec mon sacrifice. Dans le salon, il y avait un piano à queue qui coûtait plus que mon appartement entier. Au mur, des tableaux originaux que je n'aurais jamais pu me permettre. Les meubles étaient en cuir italien, les tapis semblaient être des œuvres d'art, et tout était agencé avec le goût de quelqu'un qui n'avait jamais eu à se soucier de l'argent. « Elle est très jolie, ta maison, Claire, » lui ai-je dit en m'asseyant sur le canapé le plus cher du salon. 220 000 € de mes économies, plus 420 000 € de la vente de mon appartement, 640 000 € bien investis. Tu ne trouves pas ? Rémi a essayé d'intervenir. « Amélie, nous pouvons tout expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. » Théo l'a interrompu avec un rire sec. « Ah non ? Alors, qu'est-ce que c'est ? Une blague ? Un malentendu ?» Sophie a ouvert son dossier et a commencé à lire les chefs d'accusation. Fraude par abus de confiance pour un montant de 220 000 €.
falsification de documents légaux, détournement déclaré le décès de Madame Amélie. Chaque accusation tombait comme une bombe dans le silence de ce salon. Claire a finalement retrouvé sa voix. « Maman, je peux tout expliquer. Nous allions te rendre l'argent. Nous avions juste besoin de temps pour nous installer. » Mais je l'ai interrompue d'un geste de la main. « Claire, sais-tu quelle a été ta plus grande erreur ?» lui ai-je demandé calmement. « Ce n'est pas de m'avoir volé l'argent, ce n'est pas d'avoir vendu mon appartement, ce n'est même pas de m'avoir abandonnée dans une maison vide. » Je me suis levée du canapé et j'ai marché vers elle. « Ta plus grande erreur, c'est cette note que tu m'as laissée. » J'ai sorti la note de mon sac, cette feuille de papier que j'avais gardée comme preuve. « Nous n'avons plus besoin de toi, vieille perdante. » ai-je lu à voix haute. Ces mots te m'ont fait plus de mal que tout l'argent du monde, mais ils m'ont aussi appris quelque chose de très important. « Qu'est-ce qu'ils t'ont appris ?» a demandé Claire avec des larmes qui commençaient à se former dans ses yeux. « Ils m'ont appris que la fille que j'ai élevée n'existe plus, que la femme que j'ai en face de moi est une inconnue qui, par hasard, porte mon nom de famille. » Rémi a essayé de s'approcher. « Amélie, nous avons fait une erreur, mais nous pouvons arranger ça. Nous pouvons tout te rendre. » Théo s'est interposé entre lui et moi. « Il est bien trop tard pour ça. Vous auriez dû penser aux conséquences avant de trahir la femme qui vous a sauvé. » Sophie a continué avec les procédures légales. « Madame Claire, Monsieur Rémi, vous avez 48 heures pour vous présenter volontairement aux autorités. Si vous ne le faites pas, un mandat d'arrêt sera émis. De plus, tous vos biens sont saisis à titre conservatoire à partir de cet instant. » Comme si cela avait été coordonné, à ce moment-là, les huissiers de justice sont arrivés avec les ordres de saisie. Claire a crié en voyant les uniformes entrer dans sa villa de rêve. « Vous ne pouvez pas faire ça! C'est ma maison !» Techniquement, a expliqué Sophie, avec une patience professionnelle, cette maison a été achetée avec de l'argent issu d'une fraude. Par conséquent, elle peut être confisquée comme preuve du délit. J'observais tout depuis mon siège sur le canapé, ressentant un mélange de satisfaction et de tristesse. Satisfaction parce que la justice arrivait enfin. Tristesse parce que la petite fille que j'avais élevée avec tant d'amour était devenue ceci. Claire s'est approchée de moi, les yeux pleins de larmes désespérées. « Maman, s'il te plaît, je suis ta fille. Tu ne peux pas faire ça. Pense aux enfants, à tes petits-enfants. » Mais cette carte ne fonctionnait plus avec moi. « Claire, lui ai-je dit en me levant pour lui faire face, mes petits-enfants seront mieux sans l'exemple de parents voleurs et menteurs. Et tu as cessé d'être ma fille le jour où tu as décidé que j'étais une vieille perdante dont tu n'avais plus besoin. » Les huissiers ont commencé à mettre des scellés sur les meubles coûteux, sur les voitures de luxe, sur tout ce qu'ils avaient acheté avec mon argent. Claire pleurait hystériquement pendant que Rémi essayait de négocier avec les huissiers, mais il n'y avait plus rien à négocier. « Madame Amélie, m'a dit Sophie, êtes-vous prête à partir ? Nous avons terminé ici. » J'ai regardé une dernière fois Claire, qui était assise sur le sol en marbre, pleurant comme une petite fille. « Claire, lui ai-je dit depuis la porte, quand tu voudras vraiment me demander pardon. Quand tu voudras récupérer ta mère, tu sais où me trouver. Mais ce devra être la Claire que j'ai élevée, pas cette inconnue que je vois maintenant. » Et nous sommes sortis de cette vie-là, laissant derrière nous l'écho des pleurs de mon ex-fille. 3 semaines après ce jour à la villa, ma vie avait complètement changé. Sophie avait réussi non seulement à récupérer mon appartement, mais aussi la majorité de l'argent que Claire et Rémi avaient volé. La clause de réversion avait fonctionné exactement comme elle l'avait prédit, et j'étais redevenue la propriétaire légale de ma maison de 30 ans. Mais retourner dans mon appartement n'a pas été la célébration que j'avais imaginée. Marcher dans ces couloirs vides, voir les murs nus où étaient autrefois accrochées les photos de famille, sentir l'écho de mes pas dans les pièces sans meubles, me remplissait d'une profonde mélancolie. C'était ma maison, mais ce n'était plus mon foyer.
Théo avait pris un congé de son travail pour rester avec moi pendant ces premières semaines. « Maman, tu as besoin de temps pour guérir », me disait-il en m'aidant à acheter de nouveaux meubles, de nouveaux rideaux, tout ce qui était nécessaire pour reconstruire non seulement mon espace, mais aussi ma vie. Un après-midi, alors que j'organisais les papiers légaux sur mon nouveau bureau, le téléphone a sonné. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas, mais quelque chose dans mon cœur m'a dit de répondre. « Madame Amélie ?» a demandé une voix tremblante qui m'était familière. « C'est Cécile, la voisine de Claire. » Cécile avait été l'amie de Claire depuis l'adolescence et je la connaissais comme si c'était une autre de mes filles. « Cécile, ma petite. Quelle surprise de t'entendre, lui ai-je dit, bien que mon cœur se préparait déjà à de mauvaises nouvelles. Madame Amélie, j'ai besoin de vous dire quelque chose à propos de Claire. Elle va très mal. » Je me suis assise sur ma nouvelle chaise, me préparant à ce qui allait suivre. « Qu'est-ce que tu veux dire par elle va très mal ?» Cécile a soupiré profondément avant de continuer. Après qu'ils ont perdu la villa, Claire et Rémi sont allés vivre dans un petit appartement en banlieue, mais les choses ne vont pas bien entre eux. Cécile m'a raconté que Rémi avait commencé à blâmer Claire pour tout ce qui s'était passé. Il dit que c'était de son idée de vous voler l'argent, qu'il n'a fait que suivre ses ordres. Claire est détruite, Madame Amélie. Elle ne mange pas, elle dort à peine, et les enfants demandent après vous tout le temps. Une partie de moi voulait raccrocher le téléphone, faire comme si je n'avais rien entendu. Mais l'autre partie, la partie qui avait été mère pendant 45 ans, ne pouvait ignorer que ma fille souffrait. « Et pourquoi me racontes-tu ça, Cécile ?»« Parce que Claire n'ose pas vous appeler directement. Elle a peur que vous la rejetiez, et honnêtement, après ce qu'elle a fait, je ne vous en voudrais pas si vous le faisiez. Mais je sais aussi que vous l'aimez, Madame Amélie, et Claire commence enfin à se rendre compte du monstre qu'elle était devenue. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai arpenté mon appartement, qui avait maintenant de nouveaux meubles, mais qui semblait étrangement vide. Théo était retourné dans sa ville le même après-midi après s'être assuré que j'étais bien installée. Mais pour la première fois depuis des semaines, je me sentais complètement seule. 2 jours plus tard, alors que j'achetais des légumes au marché où j'allais depuis 30 ans, je me suis retrouvée face à face avec mes petits-enfants. Des petits de 6 et 4 ans. Ils marchaient main dans la main avec Claire dans l'allée des légumes. Quand ils m'ont vue, ils ont couru vers moi en criant « Mamie !» avec cette joie pure que seuls les enfants possèdent. Claire s'est approchée lentement, comme un animal blessé qui ne sait pas s'il va recevoir de l'affection ou un coup. Elle était plus mince, pâle, avec des cernes profonds qui témoignaient de nuits sans sommeil. Ses vêtements étaient simples, sans bijoux, sans le glamour artificiel qu'elle avait eu dans la villa. « Bonjour, maman », m'a-t-elle dit d'une voix si petite que je l'ai à peine entendue. Les enfants me serraient les jambes, me racontant pêle-mêle tout ce qu'ils avaient fait ces dernières semaines, me demandant pourquoi je ne leur avais pas rendu visite, me disant combien je leur manquais. « Bonjour, Claire », lui ai-je répondu, en gardant mon sang-froid, bien qu'à l'intérieur mon cœur se brisait en voyant mes petits-enfants après si longtemps. « Comment vont-ils » Elle a abaissé les yeux comme si les mots lui pesaient trop. « Nous survivons. » Les enfants continuaient à parler, mais je pouvais voir dans les yeux de Claire qu'il y avait quelque chose qu'elle voulait me dire, mais qu'elle n'osait pas. « Mamie, » m'a dit mon petit-fils aîné, « pourquoi tu ne vis plus avec nous ? Maman pleure beaucoup et dit que c'est parce que tu es en colère. » La question innocente de l'enfant est tombée comme une bombe dans le silence gênant qui s'était installé entre Claire et moi. « Les enfants lui manquent beaucoup, » m'a dit Claire, avec des larmes qui commençaient à se former dans ses yeux. Rémi est parti il y a 1 semaine. Il a dit qu'il ne pouvait pas vivre avec la culpabilité et qu'il avait besoin de prendre un nouveau départ ailleurs. Les enfants continuent de demander après lui, mais ils demandent aussi après vous tous les jours. Je suis restée silencieuse, traitant l'information,
Rémi avait abandonné Claire, toute comme il m'avait abandonné. La roue du karma avait fait d'un tour complet. « Et toi, comment gères-tu tout ça ?» lui ai-je demandé. Claire s'est effondrée là, au milieu de l'allée des légumes. Je ne peux pas manger, je ne peux même pas regarder mes enfants sans ressentir de la honte pour ce que j'ai fait. Les larmes coulaient sur ses joues pendant qu'elle parlait. Chaque jour, je me réveille en pensant à cette note horrible que je t'ai laissée, à la façon dont je t'ai trahi après tout ce que tu as fait pour moi. Les enfants s'étaient tus, sentant la tension entre les adultes, sans comprendre complètement ce qui se passait. Ma petite fille s'est approchée de Claire et lui a essuyé les larmes avec ses petites mains. « Ne pleure pas, maman. Mamie va te pardonner, n'est-ce pas, Mamie, La question de ma petite fille m'a transpercée comme une flèche directe au cœur. J'ai regardé Claire, qui pleurait sans contrôle, et pendant un instant, j'ai vu la petite fille de 12 ans que j'avais consolée à la mort de son père. Mais je me suis aussi souvenue de la note cruelle, de la trahison, des mois de souffrance que j'avais vécus à cause d'elle. « Claire, lui ai-je finalement dit, es-tu vraiment repentie ou es-tu juste triste parce que les choses n'ont pas tourné comme tu l'espérais ?» Elle m'a regardée dans les yeux et pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu ma vraie fille dans ce regard. Je suis repentie, maman, profondément repentie. Pas seulement pour t'avoir volé l'argent ou pour avoir vendu ton appartement. Je suis repentie d'avoir perdu la femme la plus importante de ma vie à cause de mon ambition et de ma stupidité. Sa voix s'est brisée à la fin de la phrase. Rémi m'a convaincue que nous méritions cette vie de luxe, que tu étais trop vieille pour profiter de l'argent, que nous prenions ce qui nous revenait de droit en tant que tes héritiers. Mais il est parti dès que les choses sont devenues difficiles, et je me suis retrouvée seule à faire face aux conséquences de mes décisions. Les gens au marché commençaient à nous regarder, mais à ce moment-là, rien ne m'importait plus que cette conversation avec ma fille. Et qu'attends-tu de moi maintenant, Claire? Que tout redevienne comme avant? Que je fasse comme si rien ne s'était passé? Non, m'a-t-elle répondu fermement. Je sais que je ne peux pas effacer ce que j'ai fait. Je sais que tu ne me feras probablement plus jamais confiance comme avant. J'espère seulement qu'un jour, tu pourras me pardonner suffisamment pour que mes enfants ne grandissent pas sans leur grand-mère. Ces mots m'ont touché au plus profond de l'âme. J'ai regardé mes petits-enfants qui nous observaient avec cette inquiétude que les enfants ressentent lorsque le monde des adultes devient incompréhensible. Ils n'étaient pas responsables des erreurs de leurs parents. Claire, lui ai-je dit après un long silence, le pardon n'est pas quelque chose qui se donne du jour au lendemain. C'est quelque chose qui se construit avec des actions, avec le temps, avec des preuves que tu as vraiment changé. Elle a hoché la tête désespérément. Mais il y a quelque chose que j'ai besoin que tu comprennes, ai-je continué. La femme qui était ta mère, avant que la trahison, n'existe plus. Si tu veux reconstruire une relation avec moi, ce devra être avec la femme que je suis devenue après tout ça. Une femme qui ne fait plus confiance aveuglément, qui ne se sacrifie plus sans limite. Claire a pris mes mains entre les siennes. J'accepte ces conditions, maman. J'accepte tout ce qui sera nécessaire pour te ravoir dans ma vie, même si ce n'est qu'un tout petit peu. J'ai regardé mes petits-enfants qui attendaient de ma réponse comme si leur bonheur en dépendait. Et peut-être que c'était le cas. D'accord, Claire, lui ai-je finalement dit, sentant comme une partie de mon cœur qui avait été gelée commençait à fondre lentement. Mais ce sera sous mes conditions. Pas de promesses en l'air, pas de larmes manipulatrices. Si tu veux récupérer ta mère, tu vas devoir me le prouver par des faits. Les enfants ont crié de joie et m'ont serré plus fort dans leurs bras. Claire a continué de pleurer, mais c'était maintenant des larmes de soulagement mêlées d'espoir. Ce que tu diras, maman, tout ce qui sera nécessaire. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai mis en place un système très clair. Claire pouvait me rendre visite le dimanche après-midi, toujours accompagnée des enfants, pour exactement 2 heures. Pas d'apparitions à l'improviste, pas d'appels dramatiques au milieu de la nuit, pas de tentative de manipulation émotionnelle. Le premier dimanche,
Claire est arrivée ponctuellement à 15 heures avec un bouquet de fleurs des champs qu'elle avait probablement cueillis dans le parc, car elle n'avait plus d'argent pour acheter des arrangements coûteux. Elle s'est assise dans mon nouveau salon, sur le canapé que j'avais acheté pour remplacer celui qu'elle avait vendu, et a simplement parlé. Elle m'a parlé de sa vie dans le petit appartement où elle vivait maintenant, de la façon dont elle avait dû chercher du travail pour la première fois depuis des années, de la difficulté d'élever 2 enfants seuls. Mais elle ne se plaignait pas, elle ne me demandait pas d'aide, elle n'essayait pas de me faire pitié. Elle partageait simplement sa réalité comme si nous étions 2 étrangères qui apprenaient à se connaître. « J'avais trouvé du travail dans un café du centre-ville », m'a-t-elle dit pendant que les enfants jouaient dans mon salon. « Ce n'est pas beaucoup d'argent, mais c'est honnête. Et je suis des cours du soir pour terminer le diplôme de comptabilité que j'ai abandonné quand je me suis mariée avec Rémi. » Je l'écoutais en silence, observant comment elle avait changé. Elle n'avait plus cette arrogance qu'elle avait développée lorsqu'elle vivait avec l'argent volé. Maintenant, elle parlait avec humilité, avec la voix de quelqu'un qui avait appris des leçons difficiles de la manière la plus dure. Le 2e dimanche, Claire a apporté quelque chose qui m'a surprise. Une lettre manuscrite. « Je ne sais pas si tu veux la lire maintenant ou plus tard, » m'a-t-elle dit en me la tendant avec des mains tremblantes, mais j'avais besoin d'écrire tout ce que je ne savais pas comment te dire en personne. Cette nuit-là, après leur départ, j'ai lu la lettre. 4 pages écrites d'une écriture tremblante, remplie d'excuses sincères, de reconnaissance de ses erreurs, de promesses spécifiques sur la manière dont elle comptait reconstruire sa vie. Il n'y avait pas de manipulation émotionnelle, pas d'excuses, juste une confession honnête d'une femme qui avait touché le fond et qui essayait de remonter. « Maman, disait une partie de la lettre, je sais que tu ne me verras probablement plus jamais comme avant. Je sais que j'ai détruit quelque chose de sacré entre nous, mais je veux que tu saches que chaque jour que je passe loin de toi est un jour qui me rappelle combien j'ai perdu à cause de ma cupidité et de ma stupidité. Je ne te demande pas d'oublier ce que j'ai fait. Je te demande seulement la chance de te prouver que la fille que tu as élevée avec tant d'amour existe encore quelque part en moi. » Le 3e dimanche, Claire est arrivée avec une proposition qui m'a laissée sans voix. « Maman, je veux te rendre tout l'argent que je t'ai volé, » m'a-t-elle dit avec une détermination que je n'avais pas vue en elle depuis des années. J'ai déjà parlé à Sophie, ton avocate, et nous sommes parvenus à un accord. Je vais te payer 500 € par mois jusqu'à ce que j'aie remboursé les 220 000 € que j'ai dépensés pour les dettes de Rémi. « Claire, » lui ai-je dit, surprise. 500 € par mois, cela signifie que tu mettras plus de 30 ans à me rembourser. D'ici là, je serai morte. Elle m'a regardée avec un sourire triste mais déterminé. Je sais, maman, mais c'est la bonne chose à faire. Et si je n'arrive pas à tout te rembourser de ton vivant, le reste restera comme une dette sur mon héritage. Mes enfants sauront que leur mère a commis une erreur terrible et a passé le reste de sa vie à essayer de la réparer. Ce niveau d'engagement m'a ému plus que je ne l'aurais cru. Ce n'était pas seulement une excuse vide ou une promesse émotionnelle faite dans un moment de désespoir. C'était un plan concret, une responsabilité qui s'étendrait sur des décennies, un rappel constant des conséquences de ses actions. Le 4e dimanche, il s'est passé quelque chose que je n'avais pas anticipé. Claire m'aidait à organiser mes nouvelles photos de famille quand elle a trouvé une boîte que j'avais gardée dans l'armoire. C'était une collection de toutes les lettres et de tous les dessins qu'elle m'avait faits depuis qu'elle était enfant. « Maman, » m'a-t-elle dit d'une voix brisée, « tu as tout gardé. » Dans ses mains, elle tenait un dessin qu'elle avait fait à 8 ans, où nous apparaissions toutes les deux, main dans la main, sous un soleil jaune géant. En bas, elle avait écrit avec des crayons de cire. « Pour la meilleure maman du monde, qui prend soin de moi quand je suis malade et qui m'aime même si je suis coquine. » Bien sûr que je l'ai gardé, lui ai-je répondu. Tu étais ma fille. Une mère garde tout ce que ses enfants lui donnent avec amour. Cous! Claire a commencé à pleurer en voyant ses propres bottes d'enfant.
se rappelant probablement la personne qu'elle avait été avant que l'ambition et la cupidité ne la corrompent. « Sais-tu ce qui me fait le plus de mal dans tout ça ?» lui ai-je demandé, en prenant ni l'appartement que tu as vendu, ni même la note cruelle que tu m'as laissée. Ce qui me fait le plus de mal, c'est de savoir qu'à un moment donné, j'ai perdu cette petite fille qui m'a dessiné ce soleil. Claire s'est assise sur le sol, entourée de souvenirs de son enfance, pleurant comme je ne l'avais pas vue pleurer depuis qu'elle était petite. Je l'ai perdue aussi, maman, mais je veux la retrouver. Je veux redevenir la fille que tu méritais d'avoir. Les enfants, qui avaient joué en silence, se sont approchés pour nous consoler toutes les deux. Ma petite fille m'a serrée dans ses bras et m'a dit « Mamie, tu n'es plus en colère contre maman ?» La question innocente m'a fait réfléchir à tout ce qui s'était passé au cours de ces 4 semaines. « Je ne suis pas en colère, mon amour, » ai-je répondu à ma petite fille. « Je suis triste, mais j'ai aussi l'espoir que les choses s'améliorent. » Claire m'a regardée avec des yeux pleins de gratitude et de détermination. « Elles vont s'améliorer, maman, je te le promets. Pas avec des mots, cette fois, mais avec des actions. Chaque jour, avec chaque décision que je prendrai, je te prouverai que je mérite une seconde chance. » Cet après-midi-là, après leur départ, je suis restée assise dans mon nouveau salon, entourée de vieux souvenirs et de nouvelles possibilités. Pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à la paix. Je n'étais pas la même femme que j'avais été avant la trahison, mais je n'étais pas non plus la femme brisée qui avait pleuré dans cette maison vide. J'étais quelqu'un de nouveau, quelqu'un de plus fort, de plus sage, de plus prudent avec sa confiance, mais aussi quelqu'un qui croyait encore au pouvoir de l'amour sincère et de la rédemption réelle. Le 5e dimanche, Claire m'a apporté quelque chose que je n'attendais pas. Une nouvelle photo. C'était une image d'elle à son travail au café, souriant sincèrement en servant un café à un client. « Je voulais que tu vois ce que je travaille honnêtement, » m'a-t-elle dit, « que je reconstruis ma vie de la bonne manière. » J'ai regardé la photo et j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années. Ma fille sincèrement heureuse, non pas parce qu'elle avait du luxe ou de l'argent facile, mais parce qu'elle gagnait sa vie avec dignité. C'était un petit pas, mais c'était un pas dans la bonne direction. « Je suis fière de toi, » lui ai-je dit, et ses yeux se sont illuminés comme quand elle était enfant et que je la félicitais pour une bonne note à l'école. C'est le genre de femme que j'ai élevée, et je suis heureuse de voir qu'elle existe encore. Cette nuit-là, pour la première fois depuis la trahison, je me suis endormie, en sentant que peut-être, juste peut-être, nous pourrions reconstruire quelque chose de beau à partir des morceaux brisés de notre relation. 6 mois après notre rencontre au marché, ma relation avec Claire avait évolué d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Ce n'était plus la relation de confiance aveugle et totale que nous avions eue auparavant. Mais ce n'était pas non plus la froideur totale que j'avais ressentie après la trahison. C'était quelque chose de nouveau, de plus mature, construit sur des fondations plus solides. Claire avait tenu chacune de ses promesses. Les 500 € arrivaient religieusement chaque mois, accompagnés d'une note où elle me racontait ses progrès au travail et dans ses études. Elle avait été promue superviseure au café et ses notes à l'université étaient excellentes. Mais plus important que l'argent ou les réussites académiques, c'était le changement que je voyais en elle en tant que personne. L'arrogance avait complètement disparu, remplacée par une humilité sincère. Elle n'attendait plus que les choses lui tombent du ciel. Elle travaillait pour chaque petit progrès dans sa vie. Un mardi après-midi, j'ai reçu un appel qui allait tout changer à nouveau. C'était Cécile, l'amie de Claire, et sa voix semblait altérée. « Madame Amélie, j'ai besoin de vous dire quelque chose d'important. Rémi est de retour. » Mon sang s'est glacé en entendant ce nom. « Qu'est-ce que tu veux dire par « il est de retour » ?» Cécile a soupiré profondément avant de continuer. Il est apparu à l'appartement de Claire hier soir, disant qu'il avait pensé à elle et aux enfants, qu'il voulait se réconcilier avec la famille. « Et qu'est-ce que Claire a dit ?» ai-je demandé, bien que je craignais déjà la réponse. Au début, elle a refusé catégoriquement, mais Rémi n'était pas parti. Il s'est resté toute la nuit à parler avec elle, lui rappelant les bonbons, promettant qu'il avait changé, utilisant les enfants pour la convaincre. Mon cœur a commencé à battre plus vite. Je connaissais ma fille,
et je savais à quel point elle pouvait être vulnérable à la manipulation émotionnelle, surtout quand il s'agissait de ses enfants. Elle envisage de retourner avec lui ? Je ne sais pas, Madame Amélie, c'est pour ça que je vous appelle. Claire est très confuse. Rémi lui promet qu'ils seront à nouveau une famille normale, qu'il a appris de ses erreurs. Mais je sais que vous connaissez votre fille mieux que personne. Vous pouvez lui parler. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai arpenté mon appartement en pensant à toutes les possibilités. Si Claire retournait avec Rémi, cela signifierait-il qu'elle redeviendrait la femme manipulatrice et cupide qu'elle avait été? Ou avait-elle suffisamment changé pour résister à ses influences? Le lendemain, au lieu d'attendre le dimanche, j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois. Rendre visite à Claire sans préavis. Je suis arrivée à son petit appartement à 18h, juste au moment où je savais qu'elle rentrerait du travail. J'ai frappé à la porte et j'ai attendu. Quand Claire a ouvert, son expression fut de surprise totale. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici ? Aujourd'hui, ce n'est pas dimanche. » Chut, derrière elle, j'ai pu voir Rémi assis dans le salon, jointe avec les enfants comme s'il n'avait jamais abandonné sa famille. « Bonjour Claire, lui ai-je dit en gardant mon sang-froid. Je suis venue parce que j'avais besoin de te parler de quelque chose d'important. Je peux entrer ? Elle a hésité un instant, regardant derrière elle où se trouvait Rémi, mais elle m'a finalement laissé entrer. « Bonjour Amélie, m'a dit Rémi avec un sourire qui se voulait charmant. Il avait l'air différent, plus soigné, comme s'il avait bien vécu pendant ces mois. Quelle joie de te voir. J'étais en train de dire à Claire que nous devrions t'inviter à dîner pour que nous puissions tous parler ensemble. En famille. En famille, ai-je répété d'une voix contrôlée. Quelle conception intéressante de la famille tu as bon, Rémi, est-ce que ça inclut de voler ses beaux-parents et d'abandonner sa femme quand les choses deviennent difficiles? L'atmosphère s'est immédiatement tendue. Claire est devenue pâle et Rémi a perdu son sourire charmant. Amélie, je sais que j'ai commis des erreurs dans le passé, mais j'ai changé. J'ai travaillé sur moi-même, j'ai réfléchi à mes actions. Ah oui, lui ai-je demandé, en m'asseyant sur la chaise où je m'asseyais habituellement le dimanche. Et où as-tu fait toute cette réflexion? Dans quelle partie du pays, ou peut-être du monde? Rémi est devenu mal à l'aise. J'étais en Californie, je travaillais dans une entreprise de construction, j'économisais de l'argent pour pouvoir revenir et subvenir aux besoins de ma famille comme ils le méritent. Ces mots sonnaient comme une répétition, comme s'il avait pratiqué ce discours. « T'es Claire, lui ai-je dit, ignorant complètement Rémi. Pouvons-nous se parler par cela, Juste quelques minutes. Elle a regardé nerveusement entre Rémi et moi, mais a finalement hoché la tête. Rémi, pourrais-tu emmener les enfants au parc un moment? Quand nous sommes restés seuls, Claire s'est assise en face de moi, les mains jointes, comme une petite fille qui sait qu'elle a des ennuis. Maman, je sais ce que tu penses, mais ce n'est pas ce que ça a l'air. Et de quoi ça a l'air, Claire? Lui ai-je demandé calmement. Parce que ce que je vois, c'est l'homme qui t'a convaincu de me trahir, revenir exactement au moment où ta vie se stabilise, exactement au moment où tu as prouvé que tu pouvais vivre sans lui. Claire a baissé les yeux. Il dit qu'il a changé, qu'il se rend compte qu'il a fait des erreurs, et les enfants sont si heureux de l'avoir de retour. Sa voix s'éteignait en parlant, comme si elle ne croyait pas complètement à ses propres mots. Claire, regarde-moi, lui ai-je dit fermement. Quand elle a levé les yeux, j'ai vu dans son regard la même vulnérabilité que j'avais vue des années auparavant, lorsque Rémi l'avait convaincu pour la première fois qu'il méritait une vie meilleure au détriment de mon sacrifice. Pendant ces 6 mois, tu t'es reconstruite à partir de zéro. Tu as travaillé honnêtement, tu as étudié, tu as élevé tes enfants seule, tu as tenu chaque promesse que tu m'as faite. Es-tu vraiment prête à risquer tous ces progrès pour un homme qui t'a abandonné au pire moment de ta vie? Claire a commencé à pleurer silencieusement. C'est juste que c'est très difficile, maman.
élever 2 enfants seuls, travailler et étudier en même temps. Pendant un instant, j'ai senti que je pouvais à nouveau respirer. « Claire, lui ai-je dit en prenant ses mains entre les miennes, sais-tu quelle est la différence entre la femme que tu es maintenant et la femme que tu étais il y a 1 an ?» Elle a secoué la tête. La femme d'il y a 1 an avait besoin que quelqu'un d'autre la fasse se sentir complète. La femme d'aujourd'hui s'est prouvée à elle-même qu'elle peut être forte seule. « Mais les enfants ont besoin d'une figure paternelle ?» a-t-elle protesté faiblement. « Je ne sais pas si je peux leur donner tout ce dont ils ont besoin en étant mère célibataire. » Les enfants ont besoin de parents qui sont de bons exemples, lui ai-je répondu. Quel exemple donnes-tu à ta fille si tu lui apprends qu'elle doit accepter le retour d'un homme qui l'a abandonnée? Qu'est-ce que tu apprends à ton fils sur la façon de traiter les femmes? À ce moment-là, Rémi et les enfants sont revenus du parc. Les enfants ont couru vers nous, pleins d'énergie et de joie. Rémi est resté à la porte, observant notre conversation avec une expression que je n'ai pas réussi à déchiffrer. « Mamie, m'a dit mon petit-fils aîné, tu savais que papa allait rester avec nous à nouveau? On ne sera plus triste. » L'innocence de mon petit-fils m'a fendu le cœur, car je savais qu'il ne comprenait pas les complexités de la situation. « C'est ce que vous voulez, mes amours ?» ai-je demandé à mes petits-enfants. « Vous voulez que papa reste ?» Ils ont tous les 2 hoché la tête avec enthousiasme, et j'ai compris que Claire était dans une position impossible. « Rémi, lui ai-je dit en me tournant vers lui, si tu as vraiment changé, comme tu le dis, alors tu n'auras aucun problème à prouver ce changement progressivement. Il n'y a pas d'urgence à réemménager. Tu peux passer du temps avec les enfants. Aider financièrement, montrer par des actions que tu es différent. » Rémi s'est tendu. « Amélie, je comprends ton inquiétude, mais Claire et moi sommes des adultes. Nous pouvons prendre nos propres décisions concernant notre famille. » lui ai-je répondu en me levant. « Vous êtes des adultes, et Claire va prendre sa propre décision. » Je me suis tournée vers ma fille, qui nous regardait avec des larmes aux yeux. « Mais Claire, souviens-toi que les décisions ont des conséquences, et que cette fois, quelle que soit la décision que tu prendras, tu devras la vivre complètement. »« Qu'est-ce que tu veux dire par là, maman ?» m'a demandé Claire d'une voix tremblante. « Je veux dire que si tu décides de retourner avec Rémi, c'est ta décision. Mais je ne serai pas là pour te sauver à nouveau quand les choses tourneront mal. Je ne sacrifierai pas ma stabilité émotionnelle ou financière pour les erreurs d'un couple qui décide d'ignorer l'histoire. » Le silence qui a suivi fut dévastateur. Claire a parfaitement compris ce que je lui disais, qu'elle devrait choisir entre le confort temporaire de retourner avec Rémi et la relation que nous avions laborieusement reconstruite pendant des mois. 3 jours après cette conversation, Claire n'était pas passée à mon appartement et ne m'avait pas appelée. Le dimanche est arrivé et est passé sans sa visite habituelle. Pour la première fois depuis des mois, je suis restée seule dans mon salon, attendant un appel qui n'est jamais venu. Le silence m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Claire avait choisi Rémi. Le mardi matin, alors que je prenais mon café et lisais le journal, la sonnette de mon appartement a retenti. C'était Théo, qui était arrivé sans me prévenir de sa ville. Son visage montrait un mélange de rage et d'inquiétude qui m'a immédiatement alarmée. « Maman, nous devons parler », m'a-t-il dit en entrant sans cérémonie. Cécile m'a appelée hier. Elle m'a raconté ce qui se passe avec Claire et ce parasite de Rémi. Il s'est assis en face de moi, les poings serrés. Je ne peux pas croire que Claire soit assez stupide pour retourner avec lui après tout ce qui s'est passé. « Théo, lui ai-je dit avec lassitude, Claire est une femme adulte, elle a le droit de prendre ses propres décisions, même si elles sont erronées. » Mais à l'intérieur, j'étais anéantie. Voir ma fille répéter les mêmes schémas destructeurs me faisait plus de mal que je ne l'avais imaginé. « Ses propres décisions ?» a répliqué Théo, indigné. « Maman, cette femme t'a déjà trahi une fois. Elle t'a volé tout ce que tu avais et t'a laissé dans la rue. Et maintenant, après que tu as été si généreuse de lui donner une seconde chance,
Elle va retourner avec le même homme qui l'a convaincue de te faire du mal? Théo avait raison, mais une partie de moi espérait encore que Claire prendrait la bonne décision avant qu'il ne soit trop tard. Donne-lui quelques jours de plus, lui ai-je dit. Peut-être qu'elle se rendra compte de son erreur. Mais les jours ont passé et Claire n'est pas apparue. 1 semaine, 2 semaines. Le seul contact que j'ai eu avec elle fut un chèque de 500 € qui est arrivé par la poste, accompagné d'une brève note. Maman, je continue de tenir mon engagement envers toi. Je t'explique tout bientôt. Je t'aime. Théo est resté avec moi pendant ces 2 semaines, travaillant depuis mon appartement et s'assurant que j'allais bien. Un après-midi, alors que nous organisions des papiers légaux, il m'a posé une question qui m'a surprise. Maman, as-tu déjà pensé à faire autre chose de ta vie? Quelque chose qui n'ait rien à voir avec Claire ou les problèmes familiaux? Je ne savais pas quoi répondre. Pendant tant d'années, ma vie avait tourné autour de mes enfants que je n'avais pas considéré ce que je voulais pour moi-même. Quel genre de autre chose, lui ai-je demandé, curieuse. Théo a souri et a sorti des papiers de sa mallette. Tu te souviens que tu as toujours voulu étudier la psychologie, mais que tu n'as pas pu parce que tu t'es mariée jeune? Eh bien, j'ai fait des recherches sur les programmes pour seniors à l'université locale. J'ai regardé les brochures qu'il me tendaient. Programmes de formation continue, ateliers de développement personnel, groupes de soutien pour les personnes ayant vécu des trahisons familiales. Théo, j'ai 67 ans. N'est-il pas un peu tard pour commencer quelque chose de nouveau? Maman, m'a-t-il dit en prenant mes mains, tu es la femme la plus forte que je connaisse. Tu as survécu à la mort de papa. Tu as élevé 2 enfants seuls. Tu as reconstruit ta vie après que Claire t'a trahi. Si quelqu'un peut commencer quelque chose de nouveau sur 27 ans, c'est bien toi. Cette idée a commencé à germer dans mon esprit comme une graine plantée en terre fertile. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai commencé à imaginer une vie qui serait entièrement mienne, indépendante des drames et des décisions de mes enfants adultes. 3 semaines après la conversation sur Rémi, j'ai finalement reçu l'appel que j'attendais et craignais. C'était Claire, et sa voix sonnait différemment. Ce n'était pas la voix confiante des derniers mois, mais ce n'était pas non plus la voix brisée de la femme désespérée que j'avais trouvée au marché. « Maman, pouvons-nous nous recevoir? J'ai besoin de te dire quelque chose d'important. » J'allais accepter de la rencontrer dans un café neutre, ni chez moi, ni chez elle. Je voulais que ce soit un territoire neutre pour une conversation que je pressentais être cruciale. Je suis arrivée au café avant elle et je l'ai vue marcher vers ma table. Claire avait l'air fatiguée, mais il y avait quelque chose de différent dans sa posture. Elle marchait avec détermination, pas avec l'hésitation qu'elle avait montrée ces dernières semaines. « Bonjour, maman », m'a-t-elle dit en s'asseyant en face de moi. « Merci d'être venue. » Nous avons commandé du café en silence et j'ai attendu qu'elle parle la première. Claire a respiré profondément avant de commencer. « Rémi est reparti », m'a-t-elle dit sans préambule, mais cette fois, c'est moi qui lui ai demandé de partir. Ces mots m'ont surprise. Que s'est-il passé? Claire a joué avec sa tasse de café avant de répondre. Pendant ces 3 semaines, j'ai observé très attentivement comment il se comportait avec les enfants, avec moi, avec nos routines, et je me suis rendu compte de quelque chose que je ne voulais pas admettre. « De quoi t'es-tu rendu compte ?» lui ai-je demandé, même si je crois que je connaissais déjà la réponse. Je me suis rendu compte qu'il n'avait absolument pas changé. Il était toujours le même homme manipulateur qui m'a convaincu de te trahir, sauf que maintenant, il était plus subtil dans ses méthodes. Claire m'a raconté comment Rémi avait progressivement commencé à remettre en question ses décisions. Il lui disait que travailler au café était dégradant, que ses études du soir faisaient d'elle une mère absente, que je la manipulais pour la garder loin de lui. Mais ce qui m'a fait prendre la décision finale, a continué Claire, c'est de l'entendre parler au téléphone avec quelqu'un. Il prévoyait de me convaincre de te demander un autre prêt, en utilisant les enfants comme excuse. Il disait que la vieille était facile à manipuler si on utilisait les bons mots.
J'ai senti une vague de rage en entendant ces mots, mais j'ai aussi ressenti de la fierté pour Claire. Et qu'as-tu fait quand tu as entendu ça ? Je l'ai confronté immédiatement, s'il croyait que j'allais permettre qu'il manipule ma mère une fois de plus. Il se trompait complètement. Je lui ai donné 1 heure pour faire ses valises et fiche le camp de mon appartement. Et comment a-t-il réagi ? Ai-je demandé. Claire a souri pour la première fois de la conversation. Au début, il a essayé de nier, puis il a essayé de me convaincre que j'avais mal interprété la conversation. Mais quand il a vu que ça ne fonctionnerait pas, il a montré sa vraie personnalité. Il m'a crié dessus, m'a insulté, a dit aux enfants que c'était de ma faute s'ils devaient repartir. Les enfants, comment gèrent-ils tout ça ? C'était ma plus grande préoccupation. Ils sont tristes, mais ils comprennent aussi progressivement que leur père n'est pas la personne qu'ils pensaient. Mon fils aîné m'a demandé pourquoi papa criait sur maman si les gens qui s'aiment ne sont pas censés se crier dessus. Claire a pris mes mains sur la table. « Maman, je suis tellement désolée d'avoir douté. Je suis désolée d'avoir mis en péril notre relation pour un homme qui m'avait déjà montré qui il était vraiment. Mais j'avais besoin de le vivre pour en être complètement sûre. »« Et maintenant, es-tu complètement sûre ?» lui ai-je demandé. « Complètement. Rémi peut continuer à être le père de mes enfants, mais il ne sera plus jamais mon partenaire. Et il n'aura certainement plus jamais accès à toi à travers moi. » Pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti que ma fille était vraiment de retour. Non pas la jeune fille naïve qu'elle avait été auparavant, mais la femme forte et sage qu'elle était devenue après avoir appris de ses erreurs. « Claire, lui ai-je finalement dit, je suis fière de toi. Prendre cette décision seule, protéger tes enfants et me protéger, ça demande beaucoup de courage. » Elle a recommencé à pleurer, mais c'était des larmes faites de soulagement. « Pouvons-nous reprendre nos dimanches ?» m'a-t-elle demandé avec espoir. « Bien sûr que oui, mais avec une nouvelle condition. » Claire m'a regardée, pleine d'attente. « Je veux en savoir plus sur cette femme forte qui a pris cette décision difficile. Je veux que tu me parles de tes projets, de tes rêves, de tes objectifs, qui n'ont rien à voir avec un homme. » Claire a souri largement. « J'ai beaucoup de choses à te raconter, maman. Beaucoup de projets, c'est que j'ai fait subir pour mon avenir et celui de mes enfants. Un avenir que nous construirons nous-mêmes. » Cet après-midi-là, je suis rentrée à mon appartement en ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Une fierté sincère pour ma fille et un espoir réel pour notre avenir commun. 1 an après ce jour au café, ma vie avait pris une direction que je n'aurais jamais imaginée. Suivant le conseil de Théo, je m'étais inscrite à un programme de psychologie pour seniors à l'université locale. Pas pour obtenir un diplôme professionnel, mais pour mieux comprendre les dynamiques familiales et aider d'autres personnes qui avaient vécu des trahisons similaires. Claire avait tenu chacune de ses promesses. Les 500 € arrivaient religieusement chaque mois, désormais accompagnés de longues lettres où elle me racontait ses progrès à l'université, les réussites des enfants, les petits triomphes de sa vie quotidienne. Elle avait été promue gérante du café et était à 6 mois de l'obtention de son diplôme de comptable. Mais plus important que ses réussites professionnelles, c'était la transformation personnelle qu'elle avait vécue. Claire était devenue une femme indépendante, sûre d'elle, qui prenait des décisions basées sur ses propres valeurs plutôt que sur la pression extérieure. Un jeudi après-midi, alors que je révisais mes devoirs universitaires sur la table de la salle à manger, le téléphone a sonné. C'était Sophie, mon avocate, avec des nouvelles qui m'ont surprise. « Madame Amélie, quelque chose d'intéressant vient d'arriver à mon bureau. Rémi veut vous rencontrer. »« Rémi veut me rencontrer ? Pourquoi faire ?» ai-je demandé déconcertée. « Il dit qu'il a quelque chose d'important à vous avouer. Quelque chose qui pourrait changer votre perspective sur tout ce qui s'est passé. Il demande formellement une réunion, avec Claire présente, si vous le souhaitez. » J'ai immédiatement appelé Claire pour lui parler de la demande de Rémi. Sa réaction fut d'un scepticisme total. « Maman, cet homme ne fait rien sans une arrière-pensée. S'il veut te voir après 1 an de silence, c'est parce qu'il a besoin de quelque chose. »« Que penses-tu que je devrais faire ?» lui ai-je demandé.
Claire est restée silencieuse un moment avant de répondre. Je pense que tu devrais l'écouter, mais avec des conditions très strictes. Au bureau de Sophie, avec des témoins et une limite de temps, juste pour clore ce chapitre définitivement. Une semaine plus tard, je me suis retrouvée assise dans le bureau de Sophie, attendant l'arrivée de l'homme qui avait été complice de la plus grande trahison de ma vie. Claire était à mes côtés, tendue mais déterminée à me soutenir. Théo avait pris un vol depuis sa ville pour être présent, refusant catégoriquement de me laisser affronter cette situation seule. Quand Rémi est entré dans le bureau, j'ai été frappée de voir à quel point il avait changé. Il avait l'air décharné, pluvieux, avec des vêtements froissés et une expression de défaite totale. Il n'avait plus cette arrogance dont je me souvenais, cette assurance manipulatrice qu'il avait utilisée pour convaincre Claire de me trahir. « Amélie, m'a-t-il dit d'une voix tremblante, merci d'avoir accepté de me voir. Je sais que je ne le mérite pas. » Il s'est assis en face de nous, évitant le contact visuel direct. « Qu'est-ce qui est si important que tu ne pouvais pas le dire par téléphone ou par lettre ?» lui ai-je demandé directement. Rémi a respiré profondément avant de parler. « J'ai besoin de t'avouer quelque chose que Claire ne sait pas, quelque chose que je porte sur ma conscience depuis tout ce temps. » J'ai regardé Claire, qui s'était raidie en entendant ces mots. « Quand Claire et moi avons décidé de vendre ton appartement et de prendre l'argent, a commencé Rémi, elle croyait vraiment que c'était temporaire. Elle pensait que nous allions investir l'argent, le multiplier et te le rendre avec des intérêts en quelques mois. » Claire est devenue pâle. « De quoi parles-tu, Rémi ? Nous avons tout planifié ensemble. » Rémi a secoué la tête tristement. « Non, Claire. Toi, tu as planifié un investissement temporaire. Moi, j'ai planifié un vol permanent. » Le silence dans le bureau était si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. Rémi a continué. « Je savais depuis le début que nous n'allions pas rendre l'argent. J'avais fait des recherches sur la valeur réelle de l'appartement et je savais qu'elle était bien supérieure à ce qu'Amélie imaginait. Mon plan était de tout vendre, de prendre l'argent et de disparaître pour toujours. »« Es-tu en train de dire, » est intervenu Théo d'une voix contrôlée mais furieuse, « que tu as manipulé Claire pour qu'elle trahisse ma mère ? » ?»« Exactement, » a répondu Rémi. « C'est moi qui ai écrit cette note cruelle. Claire pleurait, disant qu'elle ne pouvait pas te laisser comme ça, que nous devions tout expliquer. Mais je lui ai dit que si nous ne laissions pas la note, tu nous suivrais et ruinerais notre nouveau départ. » Claire s'était levée, tremblant de rage. « Tu es en train de me dire que ce n'est pas moi qui ai écrit cette note ? Que c'est toi qui l'as écrite, en imitant mon écriture ?» Rémi a hoché la tête, honteux. « J'ai pratiqué ton écriture pendant des jours, Claire. Tu étais tellement angoissée ce matin-là que tu n'as même pas vu quand j'ai laissé la note sur la table. Et pourquoi me dis-tu ça maintenant ?» lui ai-je demandé, même si je crois que je connaissais déjà la réponse. « Parce que je suis malade, » a répondu Rémi d'une voix brisée. « Cancer en phase terminale. Il me reste quelques mois à vivre et je ne peux pas mourir en sachant que Claire a porté une culpabilité qui était principalement la mienne. » Claire s'était assise, mais maintenant elle pleurait silencieusement. « Pourquoi, Rémi, pourquoi m'as-tu fait croire que c'était mon idée de trahir ma mère ? » Parce que je savais que tu n'aurais jamais accepté le plan réel. Je devais te faire croire que c'était une décision commune pour que tu ne me quittes pas. Théo s'est approché de Rémi, les poings serrés. « Te rends-tu compte du mal que tu as causé ? Te rends-tu compte que tu as presque détruit la relation entre ma mère et ma sœur pour toujours ?» Rémi a baissé la tête. « Je sais, et c'est pour ça que je suis ici. Pour qu'Amélie sache que Claire n'a jamais vraiment voulu lui faire de mal. » « Rémi, lui ai-je finalement dit, espères-tu que cela change quelque chose ? Espères-tu que je te pardonne parce que tu es malade ? » Il m'a regardé dans les yeux pour la première fois. « Je n'espère pas le pardon. J'espère seulement que Claire pourra se pardonner complètement. » « Claire s'est déjà pardonnée. » suis-je intervenue. « Elle a travaillé pendant 2 ans pour reconstruire sa vie et notre relation. Elle n'a pas besoin de ta confession pour se sentir mieux avec elle-même. » Claire m'a pris la main, reconnaissante de mes paroles. « Il y a autre chose, »
a continué Rémi, mais je veux te le donner à Claire pour qu'elle accélère les paiements à Amélie. Ce sont 20 000 euros. C'est tout ce que j'ai. Sophie est intervenue professionnellement. Monsieur Rémi, faites-vous cette confession sous la contrainte ou de manière volontaire ? Complètement volontaire, a-t-il répondu, et je veux que tout soit enregistré légalement. Après que Rémi a signé tous les documents nécessaires et est parti, nous sommes restés tous les 4 dans le bureau, traitant ce que nous venions d'entendre. Claire pleurait, mais pas de tristesse. Elle pleurait de soulagement. « Maman, m'a-t-elle dit en me serrant dans ses bras. Pendant toutes ces années, j'ai porté la culpabilité d'avoir écrit ces mots cruels. Je savais que j'avais pris de mauvaises décisions, mais cette note me hantait particulièrement parce que je ne me souvenais pas l'avoir écrite avec autant de haine. « Claire, lui ai-je répondu en lui caressant les cheveux. Même si tu avais écrit la note, je t'avais déjà pardonné. Ton travail de ces 2 dernières années m'a montré qui tu es vraiment. Cette confession ne change pas ce que je savais déjà. Que tu es une bonne femme qui a commis des erreurs, mais qui a appris d'elles. » Théo s'est assis avec nous. Savez-vous ce qu'il y a de plus ironique dans tout ça ? Rémi pensait que sa confession allait changer quelque chose, mais la vérité, c'est que vous deux aviez déjà reconstruit votre relation plus forte que jamais. Il avait raison. La confession de Rémi était intéressante, mais elle n'était pas nécessaire. Claire et moi avions déjà fait le travail difficile de reconstruire la confiance, d'établir de nouvelles limites, de créer une relation adulte et mature. Cette nuit-là, dans mon appartement, Claire et moi nous sommes assises pour prendre le thé, comme nous l'avions fait tant de fois ces derniers mois. « Sais-tu ce que j'ai appris de tout ça ?» m'a demandé Claire. « Que le vrai pardon ne vient pas de confessions dramatiques ou de révélations surprenantes. Il vient du travail quotidien, des décisions cohérentes, du fait de prouver par des actions qui tu es vraiment. » Moi, j'ai appris, lui ai-je répondu, qu'une mère peut aimer sa fille inconditionnellement, mais qu'elle peut aussi établir des limites saines. Que le véritable amour exige parfois de laisser les gens faire face aux conséquences de leurs actions. 2 mois plus tard, Rémi est mort. Claire est allée à ses funérailles, non pas comme une ex-femme, mais comme la mère de ses enfants qui voulait leur donner la chance de dire au revoir à leur père. Elle est rentrée chez elle ce soir-là, en paix, ayant définitivement clos ce chapitre de sa vie. Aujourd'hui, 3 ans après la trahison originelle, je peux dire que je suis une femme complètement différente. J'ai terminé mon programme de psychologie et j'anime maintenant un groupe de soutien pour les familles qui ont vécu des trahisons similaires. Claire a obtenu son diplôme de comptable et a ouvert son propre petit cabinet. Les enfants grandissent, forts et confiants, avec une mère qui leur enseigne la responsabilité, l'intégrité et la force intérieure. Claire m'a déjà remboursé plus de la moitié de la dette, mais plus important que l'argent, c'est la relation que nous avons construite. Nous ne sommes plus la mère aveugle et la fille manipulable que nous étions auparavant. Nous sommes 2 femmes adultes qui se respectent, s'aiment et ont appris que la vraie famille se construit sur des bases solides d'honnêteté et de réciprocité. La femme qui est entrée dans cette maison vide il y a 3 ans était une victime. La femme que je suis maintenant est inébranlable.